continue parce qu'on n'a pas le choix. Alors, ben, ça y est, on est sur Facebook, donc je refais juste un petit retour aux personnes qui nous rejoignent sur Facebook, d'abord pour les remercier de nous suivre, pour vous dire qu'on est avec Éric Dudoit, qui est responsable de l'unité de psycho-onco de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Latimone. Et on va parler ce soir du suicide et de la question de choisir de vivre ou de mourir qui se pose quand on a perdu un proche, comme je le disais à l'instant, soit parce qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui a pu motiver cet acte fou de se donner la mort, soit pour le rejoindre parce qu'on souffre tellement que la mort semble la solution, soit pour se punir parce qu'on ne l'a pas sauvé ou on n'a pas pu empêcher sa mort, soit aussi tout simplement la question peut se poser pour l'après, comment on retrouve du sens ou l'envie de vivre après avoir été confronté à la mort d'un être cher. Et dans cette question, en filigrane se pose cette idée de on n'aurait pas le choix parce qu'il faudrait continuer, parce qu'on a des proches, parce que c'est la vie, parce qu'on a un autre enfant. Et à travers ce on n'a pas le choix, il me gêne profondément parce que je crois que c'est au contraire, c'est ce choix-là, c'est se connecter à ce choix. Bien sûr qu'on a, on a le choix, d'arrêter, on a le choix de continuer. Alors on ne l'a pas tout de suite, mais on peut l'avoir après. Et c'est sur toutes ces questions qui sont immenses et très très larges que j'aimerais que tu nous éclaires et nous apportes un peu ton savoir, Eric. Et un grand merci encore d'être avec nous ce soir. Alors bonsoir à tous. Je ne sais pas si je vais vous éclairer. Je parierai plus sur le nombre de chevets, personnellement. Mais l'idée, c'est de pouvoir parler ensemble de quelque chose que soit on n'a pas vécu, parce qu'on ne s'est pas suicidé, enfin, je pense, pas encore, et soit quelque chose qu'on connaît parce qu'un tiers, un enfant, un adolescent, un parent, un proche a commis cet acte. Alors, je commencerai par a commis cet acte. Nous sommes des êtres d'abord de société. Avant d'être des sujets individuels, d'être une singularité, aussi bien dans la physique quantique que dans une singularité psychique, nous sommes des êtres sociaux. Et le problème, c'est que le poids social va déterminer pour beaucoup d'entre nous, 99,9%, certains choix de vie. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est comment, dans une société qui est en dehors de tout silence, on peut trouver quelque part du silence en nous. Alors, on ne vient pas de nulle part. Notre société, elle n'est pas née parce que des républicains se sont dit « Tiens, on va prendre la Bastille à 7 avec les clés ». On vient d'autres sociétés. Et dans les peuples anciens, je ne dis pas premiers, mais anciens, la question du suicide est très délicate parce qu'elle passe par la question de la volonté, de l'intention et de la maîtrise. Vous savez comme moi que pour les églises passées et les églises présentes, se suicider, c'est un aller direct aux enfers. Alors, si c'est les enfers de Dante, on se dit, bon, on fait les 9 cercles, on fait 9 cercles autres qui sont le purgatoire, puis après on peut espérer être dans les 9 cercles du paradis. Si maintenant on est un petit peu plus terre à terre, au sens où on n'a pas cet imaginaire très développé comme Yangeri, eh bien, on va se dire, si quelqu'un se suicide ou si je me suicide, eh bien, il y a quelque chose qui va venir nous punir de cette atrocité.
Alors, je fais partie des gens qui pensent, et je dis bien qui pensent, parce que je ne sais pas, au sens de connaissance, je fais partie des gens qui pensent que la vie ne punit pas. Et en ce sens, il n'y aura aucune raison pour qu'elle punisse quelconque acte. Bien évidemment, je reste en attention sur le fait que si la vie ne punit pas, s'il n'en demeure pas moins qu'il y a une tonalité qui est une tonalité du bien ou du mal qui se joue au travers de nos vies. Et si tout à l'heure je vous disais que la société a un poids écrasant, c'est parce que c'est elle, l'acte social, qui va modeler notre compréhension, notre incompréhension, notre difficulté à être en contact avec la pensée qu'un tiers, un autre, un aimé, c'est donner la mort. C'est l'acte par excellence qui réactive notre culpabilité. Elle renvoie aux moments les plus archaïques de la construction du surmoi. Alors pour ceux qui n'ont pas fait psycho en deuxième langue, c'est tout con, hein, le surmoi, c'est ce qui est l'héritier, nous dit Freud, de l'Oedipe. Bon, jusque-là, ça ne nous avance pas les masses, mais c'est en tout cas la chose qui nous permet de discriminer le bien et le mal. C'est la chose, le surmoi, qui, par exemple, lorsqu'on est adolescent, fait que on va bien embêter nos parents. Tous. Alors, si on est, ou si on a eu une adolescence où on n'a pas embêté nos parents, nos proches, ça ne saurait tarder. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui font leur adolescence vers 50 ans. Le surmoi, c'est aussi ce qui permet à l'adolescent, par exemple, que d'être en ébullition, voire en hystérie totale, face à un groupe de rock. Alors je dis groupe de rock parce que vous voyez bien ma gueule, je suis un peu vieux, avec la techno ça marche aussi. Donc en fait, la constitution du surmoi, c'est la constitution, il y a un surmoi archaïque à la petite enfance, puis après un surmoi qui va venir au moment de l'Oedipe, et puis il est très normé ce surmoi. Il est normé via les écoles que l'on traverse, via les parents que l'on rencontre, des parents au sens non pas biologique du terme, mais au sens du parent environnemental. Et le problème de quelqu'un qui se suicide, c'est que ça nous renvoie à ça. Ça nous renvoie à la question de comment moi j'ai discriminé le rêve et le réel. Comment ça se fait que d'un coup je suis dans un mauvais film de Clint Eastwood? Il y a des actes dans la vie qui nous rappellent que nous sommes des vivants et que nous ne sommes pas en train de tourner une pièce de théâtre ou de cinéma. Et la plupart du temps, ce sont des moments un peu délicats de nos vies. Et s'il y a bien un moment qui est délicat dans nos vies, c'est le moment où quelqu'un s'en va. Alors, c'est une jolie périphrase pour dire que quelqu'un est mort. S'il s'en va dignement, socialement parlant, ça va. On s'en remet jamais trop, mais on peut se faire une raison. Et écoutez bien les mots parce que c'est là qu'ils sont importants. Se faire une raison. Mais par contre, si cette personne est partie dans quelque chose qui n'est pas considéré socialement comme étant recevable, c'est-à-dire que quelqu'un se donne la mort, eh bien, de suite, au lieu de nous renvoyer au fait que, après tout, c'est son choix, ce qui nous vient, c'est qu'est-ce que j'ai donc fait dans de l'ordre de l'absence pour qu'il en soit arrivé là. C'est-à-dire que ça interroge notre ontologie du chemin, odologie, du chemin de vie. On passe à l'ontologie et très rapidement, on se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai pu faire pour que l'autre prenne cette position absolument irrévocable, enfin, je pense, qui est de mourir. Alors quand je dis irrévocable, je sous-entends que c'est rare de voir quelqu'un revenir d'un tel acte.
Et il y a des chercheurs assez tordus, dont je fais partie, mais là, ce n'était pas moi, pour une fois, je suis pour rien, qui se sont posé la question de savoir si lorsque quelqu'un se suicidait, c'était gravissime pour lui. Alors ces chercheurs-là, c'est dur pour moi de dire ça, ce sont des chercheurs américains, dont Edwin Morse et d'autres, qui se sont posé la question avec les EMI, les études de mort imminente, ou expériences de mort imminente. C'est-à-dire que tout le monde sait que lorsque l'on meurt, selon ces auteurs-là, eh bien, il y a le tunnel, il y a la lumière, on s'aime, tout est plutôt du côté de quelque chose de bon, de quelque chose de rafraîchissant, de quelque chose, j'allais dire, de printanier. Et là, ce chercheur un peu pervers s'est dit, et si quelqu'un se donne la mort, est-ce que là, on ne va pas direct dans l'enfer? En pensant dans sa tête qu'il existait des EMI dites négatives, c'est-à-dire des gens qui avaient fait l'expérience d'une mort imminente, enfin suffisamment imminente pour que d'autres les pensent morts, et qui ont vécu des choses horribles. Et lorsque ces chercheurs ont fait des études, donc de vraies études, alors je sais que tout le monde maintenant parle des études en randomisation, en double aveugle, etc., pour notre ami la coronavirus, mais elle, on va la laisser un peu tranquille. Et les études qui ont été faites sont des études scientifiques, au sens du modèle scientifique. C'est-à-dire que la science, ce n'est pas une religion, sauf pour TF1, mais c'est un modèle. Et c'est le modèle moderne dans lequel on peut dire quelque chose. Et ce chercheur-là va interroger généralement des jeunes gens, mais pas que, qui sont suicidés, et il va leur demander s'ils ont fait une EMI. Il faut être gonflé quand même. Hein. Moi, je ne l'aurais pas fait, perso. Et certains vont dire, oui, j'ai fait quelque chose, voilà ce que j'ai vécu. Et on se rend compte que ces personnes-là ont vécu exactement la même chose que ceux qui ne s'étaient pas donné la mort. Alors, ça, c'est juste pour mettre un tableau sur lequel je ne reviendrai pas forcément, parce que ça ne me semble pas être le plus important, mais c'est plus rassurant. Et c'est que quelqu'un qui se donne la mort, du point de vue de la mort, c'est la même chose que quelqu'un qui meurt. Et ça, c'est étrange, parce que selon nos modèles sociétaux, quand c'est noir, c'est pas blanc, et quand c'est blanc, c'est pas noir. Et bien, la vie, elle fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que la vie, elle met à mal toutes nos stats. Donc vous allez me dire, on est dans la merde à l'heure actuelle, plutôt. Puisqu'on n'écoute pas la vie, on écoute les stats. Eh bien, on peut faire ce qu'on veut, on se rend compte que peut-être que non. Et cet acte irrévocable qu'un être va commettre, c'est-à-dire celui de se donner la mort, que ce soit un acte irrévocable direct, c'est-à-dire je me suicide, je me pends, je prends des médicaments, enfin, il m'arrive plein de choses, c'est terrifiant. Et celui irrévocable, mais dans le temps, je suis soumis à une addiction, quelle qu'elle soit, et cette addiction me conduit à oblitérer du temps que peut-être j'aurais eu. Ça, c'est notre façon à nous de penser, moderne. Les anciens, ils ne pensaient pas du tout comme ça. Mais nous, on pense qu'on a une durée moyenne de vie, il faut l'atteindre, nom de Zeus. D'ailleurs, la télé nous le dit. C'est-à-dire que quand vous avez une pandémie, si elle enlève un chouïa de votre moyenne de possibilité de vie, ça ne va pas. Et bien, dans tout ce bazar, il y a des êtres qui quand même se disent « moi, je ne me laisserai pas avoir par quelque chose d'autre que moi ». Et c'est l'acte qui est commis. Alors le pourquoi, on ne le saura jamais. Ou du moins, je ne vais pas faire une conférence pendant 12 millions d'années
C'est à peu près le temps qu'il faudrait pour savoir ce qui se passe dans chaque cœur humain. En tant que psy, je sais très bien que je ne sais pas. Donc, je vais pas vous gonfler avec des trucs dont je ne connais pas les sens. Et c'est pour ça que par moment, et notre monde devrait en faire autant, on devrait se taire. C'est-à-dire que le silence serait salutaire. On est dans un monde où tout se dit trop. Tout se parle trop. On est dans un monde un peu étrange où par exemple, on pense qu'on peut parler de tout. Peut-être, mais tout ne parle pas. Et ça, il faut bien qu'on le rentre dans notre petite tête. Tout ne parle pas. Alors, je connais, hein, j'ai des amis qui me disent, mais s'ils regardent dans le fourré à gauche, il y a des elfes, ils me disent que, OK, why not? Mais à quoi ça sert? Parce que tout ne parle pas, mais tout se parle. C'est-à-dire que moi, en tant qu'humain, je peux faire parler même une bouteille de coca. C'est pas super, ça? Quand je la rencontre, je peux faire une conversation. Les enfants le font avec leur ami dit invisible. Certains pensent qu'ils ne sont pas si invisibles que ça, d'autres pensent que c'est une création de la psyché, d'autres pensent que... Mais finalement, fondamentalement, le plus important, c'est à quoi ça sert. Et à quoi ça sert pour l'enfant qui dit « je vois un être invisible ». Eh bien, dans cette question-là du suicide, la question, c'est pas trop de parler sur l'acte lui-même. En plus, je pense que sur Internet, il doit y avoir pour ceux qui veulent vraiment passer à l'acte, des modes d'emploi. On est capable de tout dans cette société, donc ça doit être possible, cette histoire. Mais c'est qu'est-ce qui fait que j'en vienne à cela? Non pas qu'est-ce qui fait dans mon cœur, parce qu'il y a toutes les raisons. Qu'est-ce qui fait que j'en vienne à cela et que cela devienne? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire du mal. Non, je ne sais pas. Il y a toujours quelqu'un au moment de l'adolescence qui a essayé de se tailler les veines, vous voyez, dans le mauvais sens généralement, mais on ne va pas dire le bon sens. Et il se fait un peu mal et puis après il se dit, ça fait mal quand même, on va s'arrêter. Il y a toujours dans la vie des moments où on se dit, purée, mais alors mourir, est-ce que ça fait mal ou pas? Et là, on est dans une décision qui est folle parce qu'on ne sait pas si ça fait mal ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'avant, ça parlait. Maintenant, ça ne parle plus. C'est-à-dire qu'on passe du stade mammifère, ça bouge, ça s'anime, ça parle, à un stade bouteille de coca, ça ne parle plus. Et ce passage-là, dans notre imaginaire, il est pensé suivant notre état et notre relation au monde. C'est-à-dire d'abord un état social, puis un état existentiel, puis un état phénoménologique qui fait que je me pense ainsi. Souvent, le suicide, nous dit-on, est le retournement de la haine sur soi, avec une impossibilité de vivre, avec un tiers perdu. Alors, le tiers perdu peut être un autre humain ou une fonction ou tout autre qui serait perdu. Et vous avez dans les faits divers comme ça, des suicides où on dit monsieur un tel ou madame un tel s'est suicidé parce que elle a perdu son travail, parce que les conditions n'étaient plus bonnes, parce que... Et fondamentalement, si on se pose, c'est parce que on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cet être-là retourne quelque chose sur lui-même plutôt que sur l'autre? Et il y a encore cette question-là du bien, du mal, de l'autre et de soi. C'est l'autre qui me fait du mal
je ne peux pas empêcher ce mal, donc je me fais du mal. Peut-être ça peut être une piste pour certains, pas pour tous. Si je suis dans un cachot à Mauthausen ou à Birkenau et que j'entends des pas d'officiers ou de soldats et que je me suicide, est-ce que c'est la même chose que si je suis un adolescent de 16 ans dans une villa avec tout pour être bien, comme disent les anciens, et que je me suicide? Est-ce que c'est la même chose? Parce que l'enjeu, me semble-t-il, il est de ce côté-là. Il n'est pas tant du côté de l'acte. Il est du côté de est-ce que j'ai le droit ou pas? Et ça, c'est pas rien parce que est-ce que j'ai le droit de mourir ou pas? Mais est-ce que j'ai le droit de mourir de ma main? Et vous voyez, il y a des sociétés, voire même des sociétés qui ont existé sur notre sol, où mourir au combat, c'était la belle mort. C'était le top. Voire provoquer le fait d'aller mourir au combat, c'était bien. C'est-à-dire que je savais que j'allais mourir, plus un garçon terrible, j'avais une année, mais j'allais quand même bastonner. Et je savais que j'allais mourir. Et il y avait tout un rituel qui accompagnait cela. Alors, vous allez voir, hein, c'est dans les peuples du Nord, germaniques, francs, autres Wisigoths, Ostrogoths et ce que vous voulez, vikings, où il y a ces croyances-là. Dans les croyances aussi, plus près de nous, de ces kamikazes dans les avions japonais, tout le monde connaît, qui, au nom de leur empereur, acceptaient de se donner la mort. C'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose d'une gloire que de donner jusqu'à l'extrémité de tout ce que l'on peut donner pour quelque chose. Ce quelque chose étant, pour le kamikaze japonais, l'empereur, pour celui qui meurt dans les geôles de Birkenau, c'est la résistance, c'est contre le système aliénant du fascisme. Pour celui qui était un Chouan, ben c'était pour le roi français. Pour celui qui était républicain, ben c'était pour la liberté. Vous voyez, toutes ces choses-là, qui en fait sont des choses de l'esprit. Dans la réalité, c'est peut-être différent. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce que ce retournement de la haine sur soi, il est souvent, trop souvent, toujours le cas. Bien évidemment, le suicide en est le cas extrême. Mais regardez bien vos vies et vous allez voir que vous l'avez vécu. Les moments où, au lieu de crier, de taper, de geindre, de je ne sais pas quoi faire, sur cet autre qui vous opprimait, c'est vous que vous avez attaqué. Et vous avez attaqué vous parce que quelque chose dans l'ordonnancement de la vie était insoutenable. Et vous vous êtes dit, vous et moi, je ne suis pas d'accord. Comme je ne suis pas d'accord, eh bien, je me rebelle. Et comme je me rebelle, ben, je peux faire du mal qu'à la seule personne à qui je peux faire du mal. Bon. D'où l'avantage d'avoir un petit chien. Non, je déconne, mais d'où l'avantage d'avoir un objet pour déposer sa haine. Ce que faisaient les peuples anciens. Nous, on n'a plus rien. On ne sait plus où la mettre, cette haine de l'autre. On ne sait plus où mettre cette colère. On ne sait plus. Et c'est même pas autorisé. C'est-à-dire qu'on nous dit bien qu'il faut qu'on soit gentil. Si on n'est pas gentil, ça ne va pas. Mais nous autres, les vivants, on n'est pas toujours gentils. Personnellement, il y a des moments dans ma vie où je n'ai pas envie d'être gentil. Quand je bricole et que ça ne marche pas, je ne suis pas gentil. Les objets volent. Il faut faire attention. Alors, tous ceux qui entourent ma petite vie le savent, quand je bricole, ils se carapatent. Sauf un,
le plus courageux, mon beau-frère, lui, il est là, je ne sais pas pourquoi. Il tient. Mais à un moment, la vie nous résiste. C'est ça, mon image. Quand je suis en train de bricoler, à un moment, le réel me résiste. Moi, je veux le faire, ce trou dans le mur, avec la perceuse. Et ça ne perce pas. La mèche se tord. Ça ne marche pas. Vous voyez, c'est couillon de bricoler. On le fait tous, parce qu'on n'a plus de sous maintenant, donc tout le monde bricole. Et bien ça, bricoler, c'est l'art de la vie. C'est-à-dire comment je peux faire avec le réel quand le réel me brise dans mon élan. Je ne sais pas si vous avez essayé de peindre. Moi, personnellement, j'ai essayé. Je fais exprès. Moi, personnellement, j'ai essayé. Vous voyez, moi, je, personnellement. Je. Mais ça, c'est notre société. Et bien évidemment, quand j'ai essayé, j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête. Mais pourquoi? Mais parce que dans cette société, où je suis bon, où je suis pas bon, tout est noir ou blanc. Mais tout peintre a eu besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre pour peindre. Mais apprendre, ça ne veut pas dire apprendre une didactique, apprendre à l'université, apprendre à l'école, ça veut dire apprendre à la vie. Je connais des peintres très, très connus qui n'ont jamais appris. Ils n'ont pas fait les beaux-arts. Et je connais beaucoup de gens qui ont fait les beaux-arts aussi. Heureusement qu'ils ne peignent pas, ou du moins qu'ils soient reconnus. C'est pareil dans toute chose. L'aliénation, ce n'est pas la chose, c'est le rapport que j'ai à la chose. Quand j'ai fait ma psychanalyse pendant 10 ans, je m'excuse, j'ai chouiné sur le divan de mon analyste. Donc 3 fois par semaine, vous voyez le tarif. Et en fait, à un moment, j'ai compris un truc essentiel. J'ai compris qu'en fait, tout ce que je payais là, en monnaie, sonnait, c'était ma culpabilité. J'en ai dit du mal, hein. Ben, j'espère. Sinon, il faut que je retourne. Il y a ma mère qui faisait ci, mon père qui faisait cela, même le chihuahua qui n'allait pas, mais je ne sais pas quoi encore. Et l'autre, il ne disait rien derrière moi. J'avais juste envie de le taper, personnellement. Bon, ça ne se fait pas. Donc, je le parlais. C'était la règle du jeu. Eh bien, vous voyez, ce jeu, parce que la psychanalyse, ce n'est pas forcément une thérapie au sens... bon, on va pas prendre ce débat. C'est une psychothérapie parmi d'autres. Eh bien, elle m'a permis de me recentrer, mais en des années et des années, sur ce qu'était ce purée de jeu qui disait « je souffre ». Vous voyez ? Et alors, vous allez me dire, c'est bien, alors il faut que tous on fasse une thérapie pour ne pas se suicider. Non. Tosk, un éminent psychanalyste, s'est suicidé. Alors vous allez me dire, bon, mais si je crois fermement en la vie, après la vie, peut-être je ne vais pas me suicider. Bonhoeffer, si. Et d'autres encore. Kierkegaard, quelque part. Le père de la théologie existentielle et de l'existentialisme. C'est-à-dire que même l'idéalisation de sa vie dans l'au-delà, eh bien, se traduit très souvent par le poème de l'Albatros de Baudelaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème. Si vous ne connaissez pas, vous tapez sur Google, lui connaît tout. Et l'idée, c'est que finalement, on est tous des albatros, donc on est tous laids et veules lorsqu'on est à quai, tombé sur un bateau. Tout le monde se moque de nous, etc. C'est le poème de Baudelaire. Alors que dans les cieux, on est gracieux et qu'on est infiniment grand et beau. Et le poète, parce que c'est le poète qui a les mots justes, ce n'est pas le scientifique, le poète nous dit, voilà, le même être, dans 2 situations différentes, il y en a une où il est beau, grand, et il y en a une autre où tout le monde se moque de lui.
voyez où je veux en venir? Dans ce monde moderne, où on est tous très normés, contrairement aux anciens, où même le fada, il avait le droit de venir dans le village. Aujourd'hui, non. Et ce qui est très très important, c'est de se dire pourquoi non. C'est pas forcément la réponse. On est tous avec des réponses et elles sont pas forcément importantes. Là, il va falloir vous castrer un peu, c'est-à-dire se dire je ne sais pas. Et une fois qu'on s'est dit je ne sais pas, eh bien on comprend qu'on ne raisonne pas avec le suicide. Vous voyez, on raisonne avec plein de choses. Raisonne haïr. C'est-à-dire que je peux raisonner sur Pâques. Il y a Pâques qui va venir dans pas longtemps. Et je peux me dire, tiens, mais pourquoi Pâques? Et puis je raisonne, je parle. Ah ben oui, c'est les cloches du Vatican qui viennent. Ah ben non, pourquoi des cloches? C'est des œufs. Mais non, il y a des lapins. Et d'où ça vient le lapin? Le lapin de Pâques, vous le savez? Non, mais c'est con, mais c'est des choses qui peuvent nous interroger à un moment. Une fois qu'on a bouffé 3 lapins dans sa vie en chocolat, on peut se dire pourquoi ces grands couillons ils nous ont mis un lapin? Eh bien, le lapin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le lapin, c'est comme le lièvre en Allemagne. Et d'ailleurs, la Pâque, on l'appelle Ostern en Allemagne, c'est-à-dire en hommage à de vieux dieux de la fertilité que sont le lapin. Alors, certains pourraient y voir du Playboy là-dedans, vous voyez, l'image du lapin. Mais pas que. Le lapin, c'est aussi ce qui nous assure la venue du printemps, le cerf blanc, ou autrement dit dans l'Église, le Christ, c'est-à-dire le renouveau. Eh bien, certaines personnes en sont venues et en viennent à obtenir ce renouveau par un acte très irrévocable et radical. Parce que pour eux, à un moment donné de leur vie, il n'y avait plus de possibilité de cheminer. Et ça, ce n'est pas... Comment je peux vous le dire? C'est à honorer. Oh, on ne va pas faire une stèle. Hein. Si je me suicide demain, je pense bien qu'il n'y aura pas de statue de Dudois. Parce qu'il y a déjà le pouce de César, il y aurait l'autre. Enfin bon, passons. Mais ce qui était important, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que suivant, comme le bon vieux scénario du névrosé, suivant la place que vous occupez, l'angle de raisonnement n'est pas le même. C'est quoi le bon vieux scénario du névrosé? C'est un homme frappe une petite fille. Eh bien, il y a 3 postures. Il y a la posture de celui qui frappe, la posture de celui qui est frappé, la petite fille, et la posture de celui qui regarde la petite fille se faire frapper, mais qui ne la frappe pas. 3 postures. Eh bien, maintenant, à l'aune de ce savoir tout bête sur l'imaginaire et la fantasmatique psychique, comment accueillir le suicide? Est-ce que le suicide est du côté de l'homme qui bat la petite fille et celui qui s'est suicidé la petite fille? Ou est-ce que celui qui s'est suicidé est du côté de l'homme qui bat la petite fille et la petite fille est la vie? Ou alors peut-être que celui qui se suicide est celui qui regarde la vie, la petite fille, et la dureté de la vie, l'homme qui bat la petite fille. Vous voyez combien c'est à la fois simple et complexe. Et qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est parti? Puisque dans notre monde moderne, on dit rarement que quelqu'un est mort.
On dit qu'il est parti. À l'hôpital, par exemple, les infirmières, à chaque fois, je les reprends un petit peu. Je les reprends. Je ne suis pas maître d'école non plus. Mais je leur dis, pourquoi vous dites qu'il est parti? Il a ouvert la porte, il est parti et il est parti de l'hôpital. Alors là, ils me disent, mais t'es con. Il est parti, mais il est resté. C'est ça la mort. C'est je suis parti, mais je suis toujours là. Et c'est peut-être ça aussi qui est terrifiant pour nous, les humains. Quand j'étais enfant, j'ai appris une balade qui était terrifiante. Tous ceux de ma génération et ceux d'autres générations l'ont connue. Je ne sais même plus l'auteur, pour vous dire. Ça s'appelle La balade des pendus. Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez le cœur point trop endurci. Tatati, tatata. Là encore le poète met le mot juste. Alors l'histoire dans ce poème, c'est que c'était un voleur. Pour autant, pourquoi le pendre? On sait très bien à l'heure actuelle qui vole dans les caisses de l'État. On les vole, on les pend pas. On est d'accord. On les pend pas. Peut-être un jour. En tout cas, notre chère Révolution française n'a pas pendu les bons. Mais on a coupé des têtes. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe quand un être humain ne peut plus continuer à vivre, à penser comme je viens de le faire là? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut se mettre dans son cœur? Et je ne dis pas son cœur sous la forme de la métaphore, dans son cœur. Vous vous rappelez, en biologie, il y a un cours qui m'a toujours intéressé. C'est une cellule, et cette cellule, elle se multiplie. Première méiose, mitose, etc. Et puis à un moment, apparaît un bruit. C'est un bruit bizarre. Toutou, toutou, toutou. On se dit, mais le cœur est apparu, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on nous a appris que c'était la pompe qui faisait ce bruit-là. Eh bien, allez bien regarder en cardiologie. Vous allez être surpris. Ce n'est pas la pompe. Et pourtant, un jour, dans vos oreilles, ce bruit que vous n'entendez plus, sauf si vous faites un peu de plongée sous-marine ou de la méditation profonde, eh bien, un jour, ça s'arrêtera. Et ce moment-là est un moment sacré. Que ce moment, vous l'ayez décidé par vous-même, pour des raisons qui vous appartiennent. Que ce moment, vous ne l'ayez pas décidé. C'est un moment sacré. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, qui ne meurs pas, de ce moment sacré? Parce que l'autre, finalement, bon, ça va. Non? Ça va ou ça ne va pas? Et c'est, vous voyez, hop, on rebascule tout le temps. Tout le temps. Alors qu'on devrait juste entendre toutou, toutou, toutou. Mais pour entendre ça, il faut se taire. C'est-à-dire que pour pouvoir entendre battre un cœur, il faut fermer sa gueule. Alors, c'est quand même une grande découverte qu'on fait ce soir. L'air de rien. C'est que vous pensez que se taire va suffire. Mais moi, je vous dis qu'il faut aussi arrêter de penser. Mais on ne peut pas arrêter de penser. Mais pourtant, dans notre tête, on n'est que parce qu'on pense. C'est ça qui est fou. Et c'est là-dessus où Descartes nous a embourbés. Vous vous rappelez Descartes? C'est un copain. Et alors lui, il s'est dit, je vais être un génie, les gars. Les autres, ils n'ont rien compris à la sauce. Moi, j'ai tout compris. Je pense donc je suis. Alors, comme dirait Jacques Lacan, c'est je pense donc j'y suis. Hein? C'est le fait de penser n'est pas le fait d'être. Ça, c'est la grande connerie de Descartes. Mais bon, on le pardonne. Hein, il a dû se réincarner depuis, je ne sais pas. On lui pardonne en tout cas. Mais, vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous dit « je suis cartésien »,
méfiez-vous de lui parce que pour lui, les animaux sont des machines. Je cite Descartes. Et voyez ce qu'a engendré notre société. Notre société a engendré un monstre si terrifiant que la vie elle-même ne peut plus prendre sa germination. Je discutais l'autre jour à la pause café. Dans les hôpitaux, en fait, tout le monde croit qu'on bosse beaucoup à cause de la Covid. Non, on prend le café. Bon, après, vous nous envoyez des sous, on est content. Mais fait bon. Et donc, on a nos masques canards ou moules, ça dépend. Et quand on boit le café, bien sûr, on respecte les gestes barrières, bien évidemment. On est tous à 12 mètres l'un de l'autre, avec un plexiglas. Et non, c'est pas vrai du tout. On fait comme vous, comme n'importe qui. Point. On boit le café. Et là, en buvant le café, il se passait des choses extraordinaires. C'est que quand je suis là, je me dis, il faut que j'arrête de penser. Je ne peux pas. Et quand l'autre, en plus, est devant moi, eh bien, vous avez remarqué, il faut qu'il me parle. Est-ce que vous avez remarqué cette petite chose? C'est-à-dire que quand vous croisez quelqu'un, si vous ne le connaissez pas, ça va. Mais si vous le connaissez, vous lui parlez. C'est assez chiant comme truc. Souvent, je dis aux gens, ne me parlez pas. Ça ne sert à rien. Ça fait quoi d'être mort? Alors, si vous voulez me parler, il faut ouvrir le micro, Chantal. Non, d'accord. Le truc important, c'est de se mettre, non pas à la place d'eux, ça c'est la grande supercherie du moment aussi. On ne peut pas se mettre à la place d'eux. Combien de patients m'ont dit « Qu'est-ce que vous pouvez comprendre, vous n'avez pas de cancer ?» Je dis « C'est pas faux. » Mais en même temps, est-ce qu'il faut que j'ai un cancer pour te comprendre? Alors, vous voyez comme c'est con, mais on est tous faits du même moule. Lorsque j'enseigne à l'université, moi j'enseigne la psychologie, c'est-à-dire l'art de séduire les femmes. Et en face de moi, il n'y a que des nénettes qui, elles, pensent que la psychologie, c'est autre chose. Mais non, ça n'a jamais existé. C'est pas de moi, hein. C'est d'un autre psy dont je ne tairai le nom. Toute ma vie, j'ai voulu être. Et voilà maintenant que dans le dernier sursaut de je suis, je me tue. Vous voyez, que je me tais, je me tue. Tais-toi, tue-toi. Et non pas du doigt, ça c'est autre chose. Et c'est extrêmement important. Le fait de se taire, le fait de parler, le fait de vivre, le fait de mourir. L'autre jour, il y avait des jeunes à la fac, donc l'autre jour, c'était il y a plus d'un an, hein, parce que là aussi, on n'est payé à rien foutre. Mais bon, c'est un petit aparté. À la fac, j'entendais des jeunes parler. Il y en a un qui dit « Je vais te lever la parole ». C'est bizarre comme truc. Donc, j'attends un peu quand même. Et puis, je vais trouver ce jeune quand même. Et je lui dis « Ça veut dire quoi, lever la parole ?» Déjà, il me regarde, je dis « Il va la fermer le vieux, quoi, premier. » Et puis, il dit « Mais je veux plus qu'il parle. Tais-toi à tout jamais. » Et grâce à lui, donc je le remercie, ce jeune, je ne sais pas comment je vais l'appeler dans ma tête, Jordan, peut-être, ça va lui faire du bien. Mais grâce à lui, je viens de saisir que je vais te lever la parole et je vais te tuer. C'est très proche. Et dans un même mouvement, je me dis, mais putain, quand mon cousin adoré s'est tué, quand il s'est pendu et que j'ai rien compris, moi, Eric, le silence s'est fait jour. Un silence qui m'a tué, un silence mortifère, un silence où je ne pouvais plus énoncer. Et puis lentement, j'ai pu dire, j'ai pu parler.
J'ai pu dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, n'importe quoi. Mais le vide a cessé. Il était plein de mes mots. M-O-T-S, M-A-U-X. Mais pour lui, pourquoi? Et lorsqu'il est venu me chuchoter à l'oreille que tout allait bien, j'étais déjà un peu plus rassuré. Et puis surtout, il m'a chuchoté à l'oreille, non pas pourquoi il avait fait ce geste, même lui, il ne le sait pas, mais simplement de sa dignité d'homme ou de femme, d'être au monde, de pouvoir donner quelque chose à l'événement, sans une lecture morale. Vous savez, la petite morale que nous avons tous. La petite morale qui fait que nous disons, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si on quitte cette petite morale, peut-être qu'on pourra comprendre ce qu'est la vie. Souvent, dans les couloirs des hôpitaux, j'entends des choses éminemment importantes. On a des gens qui sont en train de mourir. Et là, on pourrait se dire, purée, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont mourir. La famille, pareil. Et je suis toujours étonné, et pour moi, c'est de la même chose, c'est de voir que non. C'est-à-dire que dans les couloirs d'un hôpital, soins palliatifs, ce qui se parle, c'est pas ça. Ce qui se parle, c'est, t'as vu, Sarkozy, bien fait pour lui, il va aller en prison. Ce qui se parle, c'est, tu crois que, quand même, le variant anglais, il a quelque chose à voir avec le Brexit? C'est étrange, non? C'est-à-dire que ce qui anime, ce qui se parle au cœur de la vie et de la mort, c'est pas du tout la vie et la mort. C'est des petites choses insignifiantes, d'une moralité pathétique. Parce qu'il y aura toujours un pour dire oui et l'autre pour dire non. Et puis, pour peu qu'on soit sur Facebook, je suis sur Facebook, donc voilà, pas de moralité, on ne va pas me jeter. Eh bien, on va penser oui ou non. Vous avez remarqué l'algorithme facebookien? En fait, il se démerde pour que vous ayez la sensation que tout le monde pense comme vous. Moi, j'adore. Je vais sur Facebook, tout le monde pense comme moi, je suis content. Je suis un peu, des fois, voilà, pas trop correct au niveau de la norme sociale. Pouf, j'ai des copains. Et comme je suis un galopin, j'ai monté un pseudo. Mais le pseudo, il pense l'inverse de ce que je pense. Putain, il a des copains, lui aussi. C'est pas les mêmes. Faites-le, faites cette expérience. Vous allez vous rendre compte que la matrice est là. Et alors, la matrice, c'est pas une vilaine personne. C'est une structure. Vous n'êtes pas une vilaine personne. Vous êtes juste structuré. Vous vous rappelez ce vieux film Matrix? Dans ce vieux film, il y a des éléments qui datent de la nuit des temps. Et à un moment, on demande à Néo de suivre le lapin blanc. Vous vous rappelez de ce moment? Oh, ça dure quelques secondes. Hein. Il y a Morpheus. Néo lui dit « Comment je fais pour vous joindre ?» Et l'autre lui dit « Suis le lapin blanc. » Alors moi, à l'époque, quand j'ai vu le film, j'ai dit « Bon, de suite, j'ai plutôt pensé à Playboy, personnellement. » Et c'est plus tard que j'ai compris. Quand j'ai compris, comme tout à l'heure, que le lapin avait à voir avec le cerf blanc, avait à voir avec la Pâque, avait à voir avec la germination, avait à voir avec la nouvelle vie, avait à voir avec la mort. Il n'y a pas de nouveau sans mort. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Parce que même dans ce film, qu'est-ce qui est dit? Qu'il faut mourir pour naître à la matrice. Et le mec s'appelle Néo. Bon, Morpheus. Bon, et où ils vont? Dans la ville de Sion. Tout ça, c'est codé. C'est-à-dire que le cinéaste, eh bien, il a vu, il s'est servi des vieux codes. C'est ce qu'on appelle l'ésotérisme. Mais c'est des codes.
comme les algorithmes de Facebook. C'est des codes. Et il y a un truc qui est d'une violence terrifiante. C'est de vouloir soumettre l'autre par sa propre mort. Ça, c'est violent. Et vous voyez, le pape de la non-violence, pape entre guillemets, s'appelle Gandhi. On est d'accord? Tout le monde dit « Ah, mais Gandhi, c'était un homme génial, c'est un géant. » Il mesurait 1,20 m, le mec. C'est un géant, il est extraordinaire, il a sauvé son peuple, etc. Il était antimilitariste, etc. Il est mort comment? Une balle, assassiné. Et cette balle a mis le feu à un pays entier. Il y a eu des milliers de morts. Imaginez que vous soyez Monsieur Gandhi. Vous êtes le Mahatma. Toute votre vie, vous avez dit « Bon les gars, on ne se met pas sur la... Hein, on est gentil avec son copain, mais on est gentil. Musulmans, indiens, tout ça, on est gentil. » Et la vie, elle dit autre chose. Ça, c'est une réflexion d'Aurobindo, que j'aime beaucoup aussi. Aurobindo, c'est celui qui a fait à Pontichéry une sorte d'Aurovie, une sorte de chose assez impressionnante et sympathique. Évitons donc une lecture trop morale des événements. Arrêtons d'avoir des idées sur tout. Moi, si vous vouliez vraiment me demander ce que je pense, si vraiment M. Nicolas Sarkozy a fait des fausses factures ou je ne sais quoi, j'en sais rien. Et personnellement, comment vous dire, j'en sais rien. Est-ce que c'est mal? Ben, ouais. En même temps, je crois que j'ai fait moi aussi des fois des choses qui ne sont pas bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi, t'es rien, donc tu l'as fait à un petit niveau. C'est le niveau qui va faire que c'est bien ou mal. Mais là, vous rentrez dans la mécanique de Descartes, dans la mécanique de Kant. Vous rentrez dans une mécanique qui n'est pas la vie. La vie, elle ne juge pas. Elle n'est pas là à se dire, ah mais oui, mais t'es pinaillage. Ça, c'est au bar du quartier. Bon, il n'y a plus de bar. On est dans la merde totale. C'est dans notre tête. Ça parle tout le temps. Voilà, je ne vais pas vous gonfler plus que ça sur l'idée. Hein. L'idée, c'est que le suicide, c'est quelque chose qui va nourrir notre imaginaire. Et l'imaginaire, ce n'est pas que les papillons avec des petites pâquerettes. C'est plein de choses. Et maintenant, je vous lègue la parole, parce que moi, j'en peux plus de m'entendre, personnellement. Merci Eric. Ah oui. Je me suis dit, pas morte quand même entre deux. Bon. C'est toujours très, très dur de réagir à ce que tu dis, parce que je crois que ça nécessite un temps de cogitation, même si cette cogitation, elle est peut-être la source de bien des souffrances. Bah, évidemment, je prends toutes vos questions. Moi, j'avais juste... évidemment, tu sais que je te pose toujours des questions qui... Déjà que tu me proposes des trucs pas possibles. Se dire, mais... Alors, si effectivement, moi, j'ai vraiment bien compris... c'est vrai que le suicide nourrit cet imaginaire de questions, nous interpelle dans notre culpabilité, notre besoin profond de rendre raison, de rendre raisonnable, quitte à se désigner comme coupable pour qu'il y ait une logique. Si c'est arrivé, c'est notre faute, et là au moins c'est logique, et au moins ça rentre dans une case, alors que si le suicide, par définition, c'est pas logique, c'est quelque chose qui résiste, et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur la posture dans laquelle on est quand la vie nous résiste, et
quelle plus grande résistance elle peut nous offrir quand elle nous confronte au suicide, et plus encore celui de notre enfant, avec ce que ça représente comme sentiment d'échec personnel, à tort ou à raison, de ne pas avoir vu, pas avoir pu anticiper, ou qu'est-ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait pour lui montrer notre amour, et que cet amour-là puisse empêcher ça. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui sont dans ces cheminements-là, c'est aux parents, aux personnes qui ont perdu un proche, pour sortir de cet état qui est presque, comme tu l'as décrit, tellement humain qu'on ne peut pas s'en extraire. Alors, comment, malgré tout, apaiser ce mental? Est-ce que c'est dans l'acceptation? Est-ce que c'est dans le divertissement? Est-ce que c'est dans l'introspection, comme souvent tu en parles? Je me cherche le divertissement. Non, le divertissement n'y fera rien. Et c'est tout l'enjeu de notre société. Notre société, elle est là pour nous divertir. Elle nous divertit même de la vie. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre nous choisissent la mort. Et c'est notre ordre des choses qui va mettre de la moralité. C'est-à-dire, on va se dire, c'est notre faute, c'est la faute de l'autre, c'est pourquoi, comment, etc. Mais la vie est foncièrement amorale. Lorsqu'un enfant met fin à sa vie, il ne le fait pas pour faire chier ses parents, ou pas que. Et c'est ça qui est difficile pour nous, c'est de pouvoir entendre la culpabilité de l'autre. Est-ce que je peux réellement, dans mon imaginaire, hors de toute raison, laver la culpabilité que mon proche a que de s'être tué? Ça me semble essentiel. Quand dans ma vie, un être très très proche de moi s'est suicidé, j'ai passé des semaines, et je ne déconne pas, des vraies semaines, à me poser la question de savoir comment je peux lui parler sans qu'il y ait la moindre culpabilité. Eh bien, c'était extrêmement difficile. Donc, on ne raisonne pas avec le suicide. Il est amoral. Et si on commence à raisonner, on met de la moralité. C'est ni bien ni mal, la moralité. On en a tous une, hein. Non? Égorger un chat dans la baignoire, normalement, c'est amoral. C'est immoral, c'est pas bien. Et vous voyez, je fais exprès, je joue. Vous voyez où je veux en venir? C'est immoral, moral, pas moral, quelle société, pourquoi, qui, qu'est-ce? Donc c'est extrêmement important de se rendre compte que l'appareil à penser, les pensées, ne peut pas penser l'acte d'un tiers. Je reviens toujours sur l'expérience à la première personne. La seule chose que je puisse faire pour que cela fasse résilience au sens noble du terme, pas au sens américain, c'est l'acte à la première personne. Donc je ne pourrai jamais comprendre pourquoi il s'est tué. Et je m'abandonne à ça. Donc je n'ai pas de conseils à donner, mais juste, est-ce que je peux l'écouter, cette souffrance? Est-ce que je peux m'y abandonner? M'y abandonner à tel point qu'il n'y a plus de souffrance. Vous voyez, c'est l'image toute conne qu'il y a dans tous les mythes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne te vois plus. Si, J'ai peur pour tout seul. Voilà. Là. Oui, tu as répondu. Après, c'est un chemin initiatique, hein, apprendre à s'abandonner, à se laisser traverser, y compris par ces questionnements et cette culpabilité. Et c'est pas simple. Alors,
Moi, j'aimerais aussi aborder la question du sujet du choix de vivre après une épreuve, parce que j'ai souvent des témoignages de parents qui me disent je souffre tellement que mourir pour moi, c'est pas parce que je veux me suicider, mais c'est pour arrêter de souffrir que parfois je me suis posé la question, ou même si ça a été que très court, qu'à un moment donné, pour arrêter de souffrir. Tu vois, euh, on va juste s'arrêter là. Tu as dit, et c'est vrai que les personnes le disent, je le dis, c'est pas pour arrêter de se suicider. Je veux pas me suicider, mais je veux arrêter de souffrir. Mais peut-être qu'il y a plein de gens qui ont voulu arrêter de souffrir, mais qui ont réussi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez, je sais pas. oui. C'est-à-dire que l'enjeu, et vous l'écrivez comme vous voulez, l'enjeu de vivre, il ne s'arrête pas à un acte, pour moi. Donc que tu choisisses de continuer ta vie ici, ou que tu la termines en y mettant fin, de toute façon, l'histoire continue. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue à l'expérience à la première personne. Ce qui ne veut pas dire que c'est vrai, au sens scientifique du terme, au sens social du terme, puisque maintenant on veut la vérité même à TF1. Non, mais c'est une certitude qui m'habite. Et parce que j'ai cette certitude qui m'habite, pendant 25 ans, je peux être auprès de gens qui meurent. Sinon, je ne tiens pas le coup. C'est-à-dire que je tiens le coup, non pas parce que je suis Superman ou je ne sais quoi, ou etc., ou parce que je suis un grand clinicien, pas du tout. Je tiens le coup parce que dans le creux de mon cœur, j'entends tout, 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 tout. Et ça me permet de ne pas penser. Parce que quand je suis au chevet d'un être humain qui s'en va, je l'entends, ma pensée. Des fois même, je l'entends critiquer mes collègues. Je l'entends dire oui, mais tel machin, mais ceci, je l'entends. Et c'est quand elle cesse que je peux entendre l'autre. Ça, c'est mon expérience à la première personne. Quand j'arrête, l'autre peut venir me chercher. C'est ce que je dis dans le bouquin et que tu connais, Nathalie. À un moment, l'autre peut me saisir. Et là, il m'arrive quelque chose à la première personne. Et je dis, oh, mais alors t'es pas mort? Et ce que j'entends, c'est que des éclats de rire. Mais ça, il faut que tous nous en fassions l'expérience. Sinon, ça restera une croyance. Une croyance, on sait où ça conduit. Ça conduit à mettre des masques toute la journée. Il faut faire attention aux croyances. J'engage un peu, hein, juste pour qu'on discute. Donc, excuse-moi, Nathalie, de t'avoir coupé, mais parce que ça me semblait extrêmement important, parce que ce que tu nous livres, et depuis le temps que je t'écoute, c'est quelque chose qui est extrêmement important que tu dis là. À un moment, il me semble que j'ai le choix entre la vie et la mort. En fait, j'ai le choix entre souffrir et peut-être ne plus souffrir. Il n'y a que notre société où on vous dit « be yourself » et il ne faut pas souffrir. Moi, le samedi, c'est le top du top. Je me mets à 7h30 devant la télé, je mets Nikos Aliagas. Vous ne le faites pas? Je regarde les plus beaux hôtels. Je regarde les gens, ils sont là. Hier, pour vous montrer que je ne mens pas, hier, il y avait une nénette qui avait une trentaine d'années, fine qu'elle n'en pouvait plus, jolie, mignonne. Elle faisait des trucs de yoga et elle nous disait la méditation, ça fait du bien. Eh bien, vous savez ce que j'ai dit? C'est pas beau, hein, mais je vais vous le dire. Connasse. Voilà. La méditation, ça ne fait pas le bien. Un vrai méditant, il souffre. Lisez Henri Le Sceau, lisez, faites-le vous-même, c'est encore le mieux. C'est comme un sportif qui me dirait, moi je fais 80 bornes en vélo, ça va.
voyez? Non. Si tu veux faire 80 bornes en vélo dans la journée, il faut que tu t'entraînes et tu vas souffrir. Tout à l'heure, j'ai fait ma demi-heure de vélo d'appartement. J'en suis à je suis un petit stade, moi. Je suis au level 1 du sport. J'ai souffert. Et je pouvais prendre n'importe quelle attitude psychologique. Mes muscles souffraient. Et au moment où j'ai pu accueillir cette souffrance, et toi Nathalie, qui est une grande sportive, et tous les grands sportifs le savent, à un moment, on dit oui. Et ça souffre. Ça souffre. Mais ça ne souffre plus comme ça souffrait. Je ne sais pas comment vous le dire. Donc la souffrance peut être un chemin? Mais la souffrance, c'est le chemin. Alors, je ne suis pas catholique dans le sens de il faut que vous souffriez pour que ça aille bien. Ça, c'est une déformation. Salvatore doloris. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on n'a pas le choix. Et toutes les spiritualités du monde vous le disent. Une dame que j'adore, qui s'appelle Christiane Singer, elle vous le dit. Dans Fragment d'une vie. Voilà. Elle vous dit au moment, elle fait l'expérience, elle est en train de mourir, elle vous le dit. Elle vous dit, pour que ça ne souffre plus, il faut accueillir le maintenant. Quand j'accueille le maintenant, tout peut arriver. Mais je ne vais pas me raconter des carabistouilles, hein. Je ne suis pas Nicolas Yagas. Moi. Quand je vais mourir, je vais avoir mal. C'est ça qui me fout la trouille. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez le courage d'en poser parce que c'est jamais simple, mais je trouve toujours intéressant d'interpeller Eric sur des ressentis ou des choses parfois très concrètes ou qui peuvent vous paraître presque décalées par rapport à tout ce qui a été dit et de raccrocher les propos d'Eric à une expérience, comme tu dis, à la première personne. Et je sais parmi vous que certains ont perdu un enfant ou un proche d'un suicide et on en a parlé hier ensemble et à quel point ce quotidien et cette expérience à la première personne est très très difficile. En fait, c'est comme si on vous avait vendu du rêve, cette société. C'est-à-dire qu'on vous dit, soyez heureux, mais on ne vous donne pas le mode d'emploi. Alors, on sait bien qu'on doit être heureux. Je dis bien devoir, c'est un devoir. C'est après avoir payé les impôts de Macron, comme le diraient certains ici, parce qu'il faut les payer, hein. Il faut les payer, hein. Il faut raccrocher le truc, il faut être heureux. Mais si ce n'était pas ça que nous disait la vie, c'est une question con que je vous pose, mais je me la pose à moi tous les jours. Tous les jours, demain, je vais prendre ma voiture, je vais aller à Marseille, je vais aller à l'hôpital. Quel sens ça a? Je ne serais pas mieux à la plage? Avec le masque, hein, bien sûr. Hop. C'est-à-dire que mon chemin, en tout cas, et c'est ça, je vous le livre vraiment comme un cadeau, c'est que je sais que quoi que je fasse et quoi que je sois, je le fais, je le suis pour plus grand que moi. À partir de là, tout va bien. Vous voyez? Quand je vais à la Timone, en fait, je ne vais pas travailler. Et donc, je suis heureux. Des fois, ça me fait chier d'aller sur la mer. Il y a trop de vent. Et cet après-midi, je ne sais pas ce qu'ils avaient tous, ils étaient tous à la mer. Je les balance. Manu, si tu es là, ils sont tous à la mer sans masque. Ça, c'est les Marseillais.
Ah, ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis. Quoi que je fasse, quoi que je sois, je le fais, je le suis pour plus grand que moi. C'est quoi ce plus grand que soi pour toi? Et, eh bien, je te répondrai par la même métaphore qui t'a été offerte il y a quelque temps. C'est peut-être un univers tout bleu avec juste un point rose. Je crois que j'ai plombé l'assemblée. Pas du tout. Je parle pour moi. Quand quelqu'un, notamment Carla Marie, mais qu'importe, ça peut être votre propre femme qui est partie ou autre chose, vous dit quelque chose d'aussi beau, d'aussi fort. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais toujours que j'étais dans un bulle bleu. Et ma mère comprenait rien. J'ai rien contre ma pauvre maman. J'ai fait ma psychanalyse. Bien évidemment, j'ai parlé de... Et ce grand con, il a dit, mais vous m'aviez pas dit que vos parents avaient une dauphine bleue? Et vous m'aviez pas dit que votre maman elle a des yeux bleus? J'ai dit oui. Et ça lui suffisait, il était content. C'est-à-dire que pour lui, ferme-la tout jamais. Il n'avait pas compris, mon psychanalyste. Je l'aimais bien, hein, parce que j'ai quand même lâché pas mal de pognon, mais je l'aimais bien. Mais eh bien, moi, maintenant, je sais que ce monde que je voyais quand j'étais enfant, eh bien, c'était pas rien. Et que les adultes, ils n'ont pas compris. Et quand j'ai croisé une petite fille qui m'a dit le monde, il est bleu avec un point rose, vous imaginez que j'ai arrêté net la maman. Mais ceci, c'est juste des trames de vie, dans des trames de vie. C'est pour ça que je suis et je fais pour quelque chose de plus grand que moi, pour quelqu'un d'autre que moi. Mais pas quelqu'un au sens d'une personne. C'est un masque, une personne, persona. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui ressassent inlassablement ce qu'ils ont fait ou pas fait qui aurait pu changer l'issue et ce choix irréparable, irrévocable de leur enfant ou de leurs proches de partir? Alors, heureusement que je t'aime beaucoup, parce que jusqu'au bout, tu me mets dans une merde. C'est tout simple. Votre appareil à penser les pensées pense les pensées. Et bien évidemment, votre jeu vous oblige à penser que vous y êtes pour quelque chose. D'ailleurs, la propagande moderne, c'est fais-toi vacciner. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour l'autre. C'est le même mécanisme. C'est une mécanique que l'on connaît depuis la nuit des temps, qui veut que toujours je pense que l'autre fait des actes et que j'y suis pour quelque chose. Eh bien, quand un être cher que vous aimez, plus fort que tout, décide ou pas, en tout cas meurt, vous n'y êtes pas forcément pour quelque chose. Je suis désolé pour votre narcissisme. Par contre, vous pouvez encore quelque chose. Ça, c'est important. Vous pouvez encore quelque chose. Ça, c'est pas ma croyance. C'est ce que je vis à la première personne. Après, vous voyez donc, on se sent tout le temps maître des choses. On se sent toujours tellement important. Mais non. Si vous saviez comme c'est délicieux de n'être qu'un souffle dans le vent, juste ça, vous cesseriez de vouloir être le vent. Voilà ce que je dirais peut-être à quelqu'un qui a vécu cette terrible aventure. On parlait hier de se sentir un grain de sable dans le désert et on aimait le désert comme lieu d'expérimentation de cette infinie humilité dans cette immensité qu'est le désert.
Alors tu disais, on n'y est pas forcément pour quelque chose et je crois vraiment pour l'expérimenter, moi aussi, que c'est un chemin, d'apaisement. Commencer à se dire: «Mais penser que j'ai été le maillon déterminant d'une chaîne causale infiniment plus large, c'est à la fois, se faire souffrir, s'accuser, mais c'est aussi un sentiment de toute puissance. J'aurai la capacité à déterminer la totalité, de l'issue, des choses. Alors, quand tu dis: «Mais vous pouvez encore quelque chose», ça veut dire quoi? Ça va se régler, je te le dis. Moi. Attends, je bois un peu de San Pellegrino. Non, mais je te lâche pas parce que cette phrase, évidemment qu'elle fait écho en moi. Vous n'y êtes pas forcément pour quelque chose, mais vous pouvez encore quelque chose. Et là, tous les parents qui t'écoutent, avec qui j'étais hier et tous les autres avec qui on se parle, comment ils peuvent être encore quelque chose pour leur enfant ou pour l'être aimé qu'ils ont perdu? Allô? Parce que tant qu'il y a un parfum, tant qu'il y a un parfum, il y a quelque chose de l'autre. Ce quelque chose de l'autre, ce parfum, cette fragrance, elle va vous conduire à l'autre. Et c'est pas des bêtises, c'est pas pour vous rassurer, c'est pas pour. Je suis pas là-dedans pour que. Mais c'est même pas pour vous apaiser, parce que je peux pas. Je sais que je peux pas. Ce que je sais, c'est que je peux m'apaiser. Et si je m'apaise, je vous apaise. Et quand j'ai des téguments, c'est-à-dire j'ai la chair de ma chair, c'est ça un enfant, c'est des téguments que je partage, je partage avec l'autre un code génétique, on en a plein la bouche en ce moment. Même on vous parle du spike, des protéines et tout ça, tout le monde parle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je partage une résonance. Ça veut dire que si je me tais et que je rentre en moi, ça résonnera pour l'autre. Mais c'est une certitude. Il n'y a même pas besoin d'être prophète pour ça. La vie vous le dit. Et donc, quand vous êtes parent et que votre enfant est parti, mort, décédé, bien évidemment, le chemin passe par l'intérieur de vous. C'est pas dehors que vous allez le trouver. Dehors, vous allez trouver les signes du dedans. Je connais une maman, dehors, elle trouve que des points roses. Bon, c'est bien. Mais c'est des signes du dedans, c'est pas des signes du dehors. C'est-à-dire qu'elle les voit comme des signes parce que dedans, ça chemine. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, vous devenez paranoïaque. Il y a des signes partout. Il peut y avoir des signes que parce que dedans, ça bouge. Rappelez-vous, quand on était enfant, vous aussi, vous vouliez pas être le vilain petit canard. Vous vous rappelez? C'était l'école. Bon, il n'y avait pas Internet à l'époque, heureusement. Et à chaque fois, putain, il fallait se faire accepter. C'était difficile. Il nous en a fallu du temps pour savoir qu'on est un signe blanc, un signe. Et en même temps, un signe, rien. C'est insignifiant. Vous voyez, notre langue, elle est gorgée de notre être. Et à l'heure actuelle, malheureusement pour nos enfants, existe ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est là-dedans qu'ils veulent vivre, qu'ils vont s'épanouir. Ils ont les âmes affûtées pour cela. Et c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais toujours la sensation que j'avais des grandes oreilles. Et les gens qui me connaissent bien peuvent en témoigner. Et donc, j'ai passé ma vie à cacher mes oreilles. Résultat, j'ai les cheveux longs, des reins gitans. Mais pour être accepté par le groupe. Mais nos enfants souffrent bien plus de ce côté-là que des interdictions qu'on leur donne.
Ils souffrent de quoi? Comme nous, de ne pas être reconnus. Il y a quelque temps, avant cette pandémie, il y avait des gens qui étaient en jaune, dans des ronds-points. Qu'on soit pour ou contre, on s'en fout. Ils y étaient. Ils voulaient juste être reconnus. Moi, j'ai partagé avec eux, pas des merguez, parce que ça, je ne mange pas, mais je les ai trouvés très intelligents. Vous voyez, c'est ce qui fait sens pour vous, ça va faire sens pour l'autre. Et si votre enfant est dans votre cœur, mais pas dans le cœur au sens poétique du terme, et dans votre cœur au sens matériel du terme, alors vous pouvez quelque chose. Si je résume, c'est en pensant que on peut rien pour l'autre qu'on peut commencer à pouvoir quelque chose pour lui. Ouais. C'est cette posture d'humilité, que ce soit vis-à-vis de nos défunts, que ce soit vis-à-vis de l'autre, et puis de nous-mêmes. Ça, c'est, ouais, je finirai là-dessus. C'est ce que ça m'a appris, ce métier. Puis il paraît que c'est un métier. Et c'est que, de toute façon, il est tellement beau, cet autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il est beau même dans sa souffrance. Il est beau même dans sa bêtise. Qu'est-ce que j'en ai entendu des paroles, imaginez un peu. Des vies et des vies. Et des ceci et des cela. Mais toute cette beauté du monde, jamais ne se tarit. Jamais. De temps en temps, il pouvait la fermer, ça serait mieux. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Merci Eric. Alors, est-ce que depuis, quelqu'un a une question? Moi, j'ai une question, Nat. Ah, Sandrine, super. Oui. Alors, dans ma famille, moi, j'ai été confrontée à un suicide, ma cousine. Dans mon milieu professionnel, j'ai un papa qui a perdu son fils aussi dans le suicide. Alors, comment nous, on peut aider le parent sans être intrusif, sans être trop pesant. C'est vrai que nous, déjà, nous, le décès de notre enfant, les gens qui étaient trop, voilà, nous cassaient les pieds. Nous, quand on est confronté à un suicide, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème parce qu'il y a la culpabilité qu'on a en face. La culpabilité, moi, mon oncle et ma tante s'en veulent toujours à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est plus difficile à aborder, le décès de l'enfant. Comment on peut arriver à les approcher sans être trop intrusif? En fait, tu as dit une chose qui m'a étonné. Quand papa a perdu son fils, mais je te laisse avec mon étonnement. Parce que quand papa a perdu son fils, ça veut dire que j'ai perdu mon frère. Et ça, c'est fort pour moi. Parce que on est dans un monde où, à part être une racaille de Marseille où on va dire aux frères, on a oublié qu'on était tous frères et sœurs. Et que c'est délicat. Et ce que tu dis est d'une justesse incroyable. C'est tellement délicat qu'on ne sait même plus comment parler ou penser quand on est en contact avec l'autre. C'est comme si l'autre, il portait à l'intérieur de lui le signe d'être maudit. Vous voyez, notre langue, je suis maudit. Eh bien, comme il m'est arrivé un tel malheur, plus personne ne peut m'approcher parce que les autres ont peur. Ils ne savent pas comment parler, ils ne savent pas comment se comporter. Alors il faut dire à tous ces gens qu'il suffit simplement de se taire. Moi, je dis à mes patients qui sont à l'hôpital, je ne dis pas, vous inquiétez pas, je reviens. Je vous dis peut-être, je ne suis jamais parti. Mais ça, c'est dans ma clinique complètement boursouflée de conneries. Et
voyez ce que je veux dire? Ne croyez pas qu'il faut être au moment d'un événement pour témoigner de cet événement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, qui n'était pas une, Sandrine? Oui, oui, bien sûr, tu as répondu, mais ce que je veux te dire, c'est que nous, le malheur, tout ça, nous, on le connaît en tant que parents qui avons perdu un enfant de maladie. Forcément, les gens ont du mal à nous approcher. Mais moi qui ai perdu un enfant, j'ai du mal à m'approcher du collègue parce que je sais qu'il porte cette putain de culpabilité, alors qu'il n'y est pour rien, hein, forcément, mais ça, et, et je ne sais pas comment entamer la discussion. C'est-à-dire, disant non, mais ta culpabilité, elle est nulle. Voilà, non, parce que chaque pensée est bonne, moi je trouve. Si c'est un cheminement pour le parent d'une personne qui s'est suicidée, et d'avoir cette culpabilité, comme nous, on nous dit il faut avoir de la révolte, il faut avoir de la colère, c'est un cheminement normal d'un décès. Est-ce que cette culpabilité est un cheminement normal? Alors, Est-ce déjà, que déjà, c'est normal. Mais le problème de la culpabilité, c'est qu'elle est contagieuse. Alors, la culpabilité est beaucoup plus contagieuse que le corona. Et donc, si tu abordes ton collègue, ton ami, avec sa culpabilité, il va réveiller la tienne. Et donc, l'idée, c'est justement que tu ne marches pas dans ta propre culpabilité. Et tu n'as pas besoin de lui parler de ce qu'il faut faire ou pas faire. Tu lui parles de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est tout. Il y a une chose, quand j'étais jeune psychologue, qui m'a toujours étonné. Je partais en vacances et je partais et je disais aux gens que je connaissais, qui étaient des patients, Joyeux Noël, bonne année. Mais quand je revenais une semaine après ou 15 jours après, ils n'étaient plus là. Donc la question, et c'est une vraie question, est-ce que j'aurais dû faire tout à l'heure? Non, j'avais pas apporté ça. Et c'est ce que je dis aux infirmiers et aux médecins. Pour Noël, bonne année. Ouais, mais putain, 2020, oh, putain, j'ai eu un cancer, le corona, je sais pas quoi. Et alors? C'est quand même une bonne année. Je crois que j'ai répondu. Non? Non? oui, tout à fait. Oui, et tu vois, je voudrais peut-être, parce que l'heure passe et peut-être qu'on va devoir couper rapidement, mais revenir sur cette problématique-là, qui est l'association Le Point Rose. Ben, on accueille et on est en lien avec des familles qui ont perdu des enfants dans de multiples circonstances, à des âges très différents. Et pour nous, Le Point Rose, la question de la différence ne se posait pas. C'est-à-dire pour nous, que les parents aient perdu un bébé, un enfant d'accident, un enfant de maladie, un enfant de suicide, il n'y avait aucune différence. Et c'est la réaction de certains parents qui ne s'estimaient pas eux-mêmes légitimes à être à côté d'une maman qui avait perdu son enfant de maladie parce qu'eux l'avaient perdu de suicide et considéraient que c'était différent, ou parce qu'ils avaient perdu un bébé et considéraient que c'était différent. Et finalement, pour te répondre, Sandrine, par rapport au partage qu'on a avec tous ces parents, je crois que le plus beau à leur apporter, c'est ça, c'est leur montrer, et comme tu disais, on est tous frères, sœurs, c'est-à-dire que perdre un être cher, perdre un enfant, c'est une souffrance universelle. On peut avoir mille et une circonstances différentes, chaque histoire est différente, chaque deuil est différent, chaque enfant était différent, on peut trouver mille et une raisons pour expliquer ou pas, et pourtant, c'est cette connexion à cette part d'universalité dans la souffrance qui fait qu'on se comprend sans même se parler, et on peut être là pour l'autre parce que ça fait résonner en nous quelque chose d'universel. Et peut-être que c'est ça qu'on peut apporter, et encore plus à des personnes qui ont perdu des proches ou des enfants de suicide, c'est leur dire
mais c'est la même perte, c'est la même souffrance, c'est le même amour et c'est le même chemin parallèle où on est plus ou moins avancé sur le chemin, mais c'est le même chemin. Et ça, c'est quelque chose que je ressens fortement quand j'entends parler des parents, quelle que soit l'histoire, je ressens quelque chose de profondément universel en eux, comme en moi, à ce niveau-là. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. On a un cheminement commun. Moi, ce que je voulais juste, c'était cette culpabilité que même certains parents qui ont perdu un enfant de maladie ont, elle va s'atténuer. Mais est-ce qu'on peut leur dire, est-ce on peut partager notre expérience? Voilà. Moi, je serais pour ça, pour tout partager en disant qu'on a un cheminement un peu différent, mais que ça va s'apaiser en fait. Ça va s'apaiser parce qu'on va, à la place de cette culpabilité, on va dupliquer notre amour pour cet enfant. Pour, voilà. En fait, j'ai envie d'avoir des mots apaisants, mais je pense qu'il y a un moment, un temps pour les dire et qu'au début, on ne les entend pas. Les parents ne les entendent pas. Ce qui est légitime, je ne les ai pas entendus, moi. Les premiers mois, les premières années après Roma, je ne les ai pas entendus. Mais c'est cet espoir qu'on porte, nous, parents, dans la continuité du deuil, je pense qu'il faut qu'on transmette. C'est là l'utilité du point rose pour moi. Merci beaucoup Sandrine, parce que je trouve ça très beau que tu termines sur ce sujet-là, de dupliquer l'amour. Et pour moi, vraiment, et je vous le dis avec mon expérience à la première personne, et qui est la mienne et qui n'est pas la vôtre, évidemment, mais plus on avance sur ce chemin d'amour, et plus les choses deviennent évidentes, apaisées, et pas acceptables, parce que la mort d'un proche reste toujours inacceptable. Mais cette idée d'un monde plus grand qui nous dépasse et qui peut-être fait que ce qui n'est pas acceptable, qui n'a pas de sens à notre échelle, et puis il faut rester dans cet inacceptable-là, un plan supérieur peut l'avoir et peut l'être. Et voilà, donc je voulais vraiment vous remercier. Eric, merci. Peut-être un petit mot de la fin avant de te libérer et de remercier tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Alors, pour vous remercier tous, je voudrais simplement vous rappeler que vous avez une liberté, une vraie liberté, qui est celle de vous entendre penser. Et ne la loupez pas. Tout à l'heure, j'ai entendu Sandrine qui parlait des mois ou des mois, etc., etc. Et puis, de monde inférieur ou supérieur, tout cela, dans mon expérience, en tout cas, n'a pas de sens. Mais quand je me tais, je peux m'entendre. Et si je ne me juge pas, alors je ne serai pas coupable. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être coupable. Il suffit simplement que je le pense. Je vous souhaite une très belle nuit. Puis voilà, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette soirée. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous et une très bonne soirée à tous. Je vous embrasse. À bientôt.